Bonjour. Ah, donc vous êtes là. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait régler un petit détail technique. Voilà. Donc, peut-être je vais enlever même cette écharpe là. Hein? Il ne faut pas s'écharper. J'ai déjà mis la belle déco de mon pain derrière. Il y avait un petit souci. Eugénie, Malapteo. Et je suis très fier de parler à... Il y a Sandrine Machuamandap. Sandrine Machuamandap. Elle est Elle est badantée ou bafan. Elle est bafan. Et c'est au Cameroun, là. Mais la bafan, là, a un nom bamoun. Parce que Machu Amandap, Awamandap, ça c'est bamoun, ça. C'est des noms... Non, c'est ça le Cameroun. Et les gens ne savent pas, par exemple, que le royaume bamoun allait jusqu'à Kekem. Donc jusqu'au début des plantations de Sawa. C'est pour ça qu'il y a eu une alliance très forte entre, à un moment donné, entre le King Douala Mangabel et le roi Njoya. Hmm. Et toutes les plantations de Susan, Kappa, bref, tout le Mungo Manjo jusqu'à Douala, c'était les plantations du King Douala Mangabel. Et ces plantations ont été gérées par un magnifique garçon qu'on a appelé Mandécibel, qui a été donné en réalité au roi par Adama Koulibaly demande mon WhatsApp. Mais tout le monde a mon WhatsApp, mon garçon. Adama Koulibaly. Alors, ne stressons pas. Moi, je ne fais pas des directs où on se casse la tête. Mon numéro, c'est le 06 06 99 33 83 93. 06 99 33 83 93. Donc tout le monde a mon numéro. Hein, Adama Koulibaly. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour donner mon numéro à Adama Koulibaly là? Mon frère. Même cette échappe là. Bon, hein? Mon frère d'Abidjan. Bon, attendez. Adama Koulibaly. Alors, ne stressons pas. Moi, je ne fais pas les directs où on se casse la tête. Mon numéro, c'est le 06 06 99 33 83 93. Voilà. 06 99 33 83 93. Donc tout le monde a mon numéro. Hein, Adama Koulibaly. Il y a même déjà les sous-titrages. Pour donner mon numéro à Adama Koulibaly. Voilà. Mon frère, on est même cette échappe là. Bon. Alors, donc, j'explique souvent aux jeunes que la vie est magnifique. Alors, donc, Mandécibel était le cadeau qu'on a donné au roi, Douala Mangabel. Le roi Njoyo a laissé un enfant chez lui qui avait à peu près 8 ou 9 ans. Et Mandéci, ça veut dire la vantardise, la fierté de Belle. Et c'est ce petit garçon qui vient du royaume Bamoun qui a géré dans toutes les plantations. Et dans les années 1800, il était le noir le plus riche. Il est devenu plus riche que le roi parce qu'il était le régent du roi, Mandécibel. Et Mandécibel, c'est lui, pour ceux qui sont à Douala, c'est lui qui a construit le château. C'est-à-dire quand vous allez à Bonanjo, au virage là, quand vous sortez du port, avant d'aller vers la Citabac, il y a un bâtiment là où les jeunes gars Bamoun viennent vendre les masques, les œuvres d'art. C'est la maison de Mandécibel. Il n'y avait aucun noir qui avait ce genre de maison. Avec système d'adduction d'eau, c'était une maison en étage, une villa, c'est un duplex. Regardez, c'est très moderne. Les chambres sont spacieuses, c'est grand, et c'est...
Donc, et le palais que vous voyez là, la pagode, c'était le king. Donc, Mandessi aujourd'hui, quand vous voyez que près de 2 siècles après, les enfants qui viennent de Fumban, naturellement, vont rester là. Et un jour, j'ai garé ma voiture, je me suis arrêté, j'ai demandé aux jeunes, mais pourquoi vous restez même ici? Il dit, ah, on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas où aller. Je dis, mais ça, c'est la maison d'un de vos grands-parents. Donc, l'histoire est naturelle quand on se l'approprie. L'histoire, c'est une magie. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on revient sur son histoire. On ne triche pas avec son destin. Et il faut donc que les Africains, dans leur grande majorité, apprennent à aller vers leur destin. Donc je salue tous mes frères d'Abidjan. J'ai fait une grosse intervention hier sur Abidjan et je peux vous dire que il y a quelque chose de très moderne en Côte d'Ivoire. Laissons même le côté politique. Il y a quelque chose d'universel à Abidjan. Il y a quelque chose de grand en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'elle inspire, qu'elle continue d'inspirer l'Afrique. Tout le monde a envie d'aller à Abidjan. Il n'y a aucun musicien au monde, aucun musicien noir, aucun musicien africain connu qui ne soit pas allé à Abidjan. C'est cette force. Et regardez comment le développement d'un pays, c'est des petites idées. J'ai essayé d'expliquer hier. C'est-à-dire que vous avez le choix, soit vous restez dans une économie sauvage et villageoise, avec du terme, nous, on n'a pas pris les dettes. C'est faux. Les pays africains, même de l'Afrique centrale, sont plus endettés que la Côte d'Ivoire. Donc, simplement, le président Oufouette avait un rêve, c'est que, mais pourquoi il y a ça à Paris et il n'y a pas ça chez nous? Donc, il a décidé de faire comme il a vu à Paris, mot pour mot. Il est allé, il a vu la Défense, il a vu la Bastille, il a vu, quand il est rentré, il a créé le plateau, le centre des affaires, les quartiers chics, la Riviera, Cocody. Et chaque jour, en Côte d'Ivoire, vous croyez que vous êtes en Europe. Et deux, il a créé un hub. Le hub, ça veut dire que vous laissez tout le monde se sentir chez lui, chez vous. Mais ça a été gâté par l'ivoirité. Ça veut dire que vous pouvez même avoir des mauvais héritiers. Et ça nous guette, ça vous guette là-bas au Cameroun. Même si Biya donne son successeur, il peut donner un gars plus médiocre. Et là, lui, il va seulement venir faire disparaître le pays. Parce que l'un des successeurs de Fouet-Boigny, je fais des études comparatives, hein, je ne fais pas des directs fixes, je réponds à des questions. Alors, l'un des fils politiques du Fouet-Boigny direct, c'était Conan Bédier. Or, Conan Bédier n'a pas la même... Vous pouvez avoir des enfants adoptifs qui n'ont aucun sens de la grandeur que vous avez. Périclès, le roi d'Athènes, avait les enfants les plus bêtes de toute la Grèce, de toute la Rome antique. Donc, quand les Houphouët-Boigny, par un hasard de circonstances, c'est un micmac politique, arrivent au pouvoir, ils n'ont aucune idée du rêve de celui qui a pensé la Côte d'Ivoire telle qu'elle est là. Et Houphouët était député à l'Assemblée nationale française et il savait que, puisqu'il a participé à la constitution de la Ve République, il était député. Donc il a vu les secrets des Blancs, comme on dit. Et c'est ces secrets-là qu'il a ramenés chez lui. Et la Côte d'Ivoire a commencé le boom économique, le boom économique, le boom économique. Et ce que les Ivoiriens savent, même si d'autres veulent l'oublier, c'est que les premiers enseignants étaient camerounais dans les universités. Les Tuendian Pouemi, avant même d'aller au Cameroun, c'est-à-dire Houphouët-Boigny faisait venir tout le monde, les médecins. Dès que tu es brillant à Paris, doctorat, ils t'appellent, venez les enfants. C'est comme ça qu'il prend Manu Dibango hein, dans les années 70. Manu qui sort des États-Unis, Manu était déçu, Manu était en tournée aux États-Unis après Soul Makossa. Manu croyait que comme son morceau a été pris par Michael Jackson, comme son morceau a été pris
par Quincy Jones, il sera milliardaire. Il est allé aux États-Unis faire une tournée. Et c'est des États-Unis qu'on envoie l'avion. Le président Houphouët-Boigny envoie l'avion chercher. C'est incroyable. Un musicien, on lui envoie un jet privé à New York. Houphouët dit, mais comment un génie comme ça peut se balader à New York? C'est comme si demain, je ne sais pas, Ouattara ou Kagame décide de dire, mais qu'est-ce qu'un génie comme Bissok, hein? Le peuple fait quoi à Paris? En train de traîner à Paris dans les rues de Paris. Viens rester ici. Donc on lui envoie un jet privé à Manu, et Manu arrive à Abidjan, et c'est Manu qui forme donc tout ce que vous avez, le coupé décalé que vous avez aujourd'hui, toutes les stars là, les Arafat qui sont partis, perd son âme, tous ces jeunes-là, c'est les petits-fils de Manu, parce que c'est Manu qui a créé la musique, l'orchestre. Et là, vous avez les Mewe qui sont là-dedans, les Alpha Blondy, les Ernesto JJ, les François Louga, Céla Stella, euh, euh, Afiama, toutes les stars de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde entier vient en Côte d'Ivoire. C'est ça la grandeur. Tous les artistes camerounais viennent d'abord s'échouer à Abidjan parce que c'est le rêve. Les stades sont bien faits, les routes sont électrifiées, les boulevards, les châteaux, les immeubles, les gratte-ciel. C'est de la vie qui coule. Et pourtant, le rêve, c'est ça le rêve d'un pays. Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas un sous-sol riche, il n'y a pas de diamant. Le diamant, l'or, c'est de l'autre côté, au Ghana. Et les Anglais, à l'époque, avaient une politique de prendre seulement là où c'est. La France n'est plus une très grande puissance à l'époque. C'est, évidemment, c'est l'Angleterre qui est un empire. La France est derrière l'Angleterre. C'est pour ça que vous allez voir dans le problème du Cameroun, l'Angleterre est déjà au Nigeria. Et puis nous-mêmes, on va lui dire, les gens se battent maintenant pour dire, mais venez prendre le Cameroun. Les Camerounais même écrivent que les Allemands nous embêtent, prenez-nous. L'Angleterre envoie une mission au Cameroun, on regarde, on dit, bof, il n'y a rien de bon là-bas. Ce qui peut nous plaire ici, c'est les collines, le char de Dieu, la mer, Bakassi, et puis voilà. Donc, les anglophones prennent la partie la plus juteuse, le nord-ouest, le sud-ouest, et ils disent, bon, aux Français, bon, allez-y. Allez-y avec votre coquille là-bas. Foutez le camp. L'Angleterre a trop de richesses. L'Angleterre a le Soudan. L'or coule au Soudan. Le pétrole, l'or noir coule. Hein? Et c'est ça le destin de l'Afrique. Donc, quand Manu arrive dans Abidjan, il prend tous les gars, il fait l'orchestre, il apprend la musique, il forme les groupes. Bankana Maïga, les gars partent de la Guinée-Mousso. Il y a deux orchestres qui chauffent à cette, deux orchestres qui chauffent beaucoup en Afrique à cette époque-là. Il y a un orchestre en Guinée-Conakry et l'autre à Bamako. Et puis, Oufoué dit, amenez-moi tous les gens bons. Alors, quand, quelques années plus tard, les Bédi arrivent au pouvoir, ils commencent à amener cette pensée qui est en train d'être véhiculée en ce moment au Cameroun, où c'est pour nous. Le pouvoir, c'est pour nous. Ça pour nous. Les autres ne sont pas les vrais Ivoiriens. J'entends les Camerounais dire ces temps-ci, les autres ne sont pas les vrais Camerounais, c'est nous. C'est les mêmes bêtises. Bon, au quartier, on peut le dire, mais quand vous laissez ces choses-là arriver dans l'espace public, quand vous laissez ces choses-là entrer à la télévision, dans les journaux, sur Facebook aujourd'hui, les directs live, l'ivoirité, les petits trucs, les gens ne voient pas, on regarde seulement la chute des problèmes aujourd'hui, mais c'est depuis 1994 que les gars ont commencé à préparer la chute, la disparition de leur propre pays. Ah, des gens comme Houphouët-Boigny ont rêvé grand. Les successeurs sont venus détricoter le destin. Et c'est parallèle, hein, vous voyez au Cameroun, les Aïdjo, quoi qu'on dise, rêvaient grand.
Il y avait une idée de grandeur. Il y avait quelque chose de magique. Oh, Ahidjo a laissé croire à la France, effectivement, que la France est le bienvenu. Parce que n'oubliez pas, il ne faut pas être l'ennemi de quelqu'un qui est plus fort que toi. Il va te broyer. Il ne faut pas dire à l'ennemi qui est plus fort que toi que tu es son ennemi. Il faut faire la stratégie chinoise un tozo. Vous savez, les Japonais, moi, j'ai conduit quelques missions de business avec les Japonais. Ce que vous ne savez pas, c'est que, par exemple, les Japonais, quand vous arrivez au Japon, vous voyez que ce direct a à peine 200 personnes parce que nous construisons la vie. Je vous forme, je vous enseigne, j'échange avec vous dans la bonne humeur, dans la gaieté. Le savoir est là, ça coule, c'est beau. Mais comme l'Africain n'aime pas ce qui est beau, il fuit. Il ne veut pas entendre les vérités. C'est là où mon oncle et grand-père Thomas Melone disait Ori. Dites alors quand Pépé Ori. Oh, tu connais. Ne vous préoccupez pas de celui qui dit, il dit qu'il connaît pourquoi. Il dit qu'il connaît parce qu'il connaît. C'est comme ça. Donc, si ça peut choquer celui qui ne connaît pas, c'est normal parce qu'il ne connaît pas. Mais quand tu connais, tu connais. Il n'y a pas de magie. Quand t'es beau, t'es beau. Hein, Thibaut? C'est comme ça la vie. Donc, il faut que l'Afrique apprenne à se décomplexer avec des choses où il veut nous montrer, il veut nous manger. Il faut avoir de la prétention. Hein? Il faut maîtriser ce qu'on fait, sinon pourquoi on enseigne? Pourquoi on veut parler à la face du monde si on doute? Vous êtes bizarre. Vous voulez des gens forts qui vont vous libérer de l'esclavage, la colonisation, le CFA, les ceci. Mais après, vous ne voulez plus que les gens soient forts. Même quand quelqu'un devient fort, il veut nous montrer quoi. Donc, il faut qu'il revienne à rien. Et quand tout le monde est rien, tout le monde est au quartier, nous tous on est contents. En Afrique, on aime voir les gens rentrer au quartier. Faites l'effort un jour d'être au pays, pour vous qui êtes en Europe. Quand vous êtes assis dans les quartiers avec vos anciens frères et copains d'enfance, ils aiment sentir que vous avez échoué en Europe. Votre histoire du succès les énerve. Hein? Vous voulez des vrais leaders, mais vous dites qu'ils ne sont rien. Vous voulez qu'on prenne les devants, mais vous dites qu'il faut-il... Donc, il y a une schizophrénie. Finalement, l'Afrique n'a pas de leadership. Ce qui nous tue, c'est le leadership. Et c'est le règne des petits malins, des médiocres qui sont là. Les médiocres circulent vite. Dans une solution aqueuse, là, les microbes sont... Et c'est les microbes qui font la politique en Afrique. Donc, des petites personnes comme ça, hein, qui n'ont pas de discours, qui n'ont pas de vision et qui ont de la prétention. À nous, on va nous dire, il est prétentieux. Répétez donc aujourd'hui que moi, le Mpépé, je suis prétentieux. Je prétends à ce qui me revient de droit. Ayez cette audace. Ayez cette audace. Donc, je disais, on va faire un parallèle. Hein, je fais une étude comparative. Ah, voilà, je disais quoi? Le Japon. Dis donc, il y a même les francs-maçons ici qui viennent étudier. Il y a des gars, il y a des grands maîtres de la Rose-Croix d'Or qui viennent là. Mes directs sont très ciblés. Il y a tout, et tous les penseurs, tous les courants de pensée sont là. Alors, je disais quoi? Le Japon. Ouais, je disais qu'au Japon, euh, oh, vous me fatiguez même. Euh, Est-ce qu'un gars comme moi doit crier fort pour que le basmati arrive même? Un avion privé doit venir. Vous savez, moi j'ai été à l'école ici avec le fils de Fabius, là. C'était pas mon camarade, mais je le voyais. Il n'a rien, il n'a aucun diplôme. Mais il était à l'ENA, là, il faisait. Mais vous savez qu'il est milliardaire, il ne travaille pas, il est au chômage en France. La justice l'a arrêté, on l'a relâché parce que son père c'est Fabius. Il a plus de 50 appartements dans Paris et il a acheté ça avec quoi? Les consultations qu'il fait en Afrique. C'est-à-dire, un gars était dernier. Tu peux même... Tu es son enseignant. On te saute parce qu'il a la peau là, on vient lui donner les marchés. Il est conseiller au Cameroun, fils de Fabius. Son père aussi était conseiller. Et ils te prennent 3 milliards chaque mois comme ça, tranquillement.
Parlant du Cameroun, il y a une autre petite dame à Paris ici qui s'appelait Patricia Balm. Elle chômait là, elle marchait les petits talons. C'est elle qui a signé le contrat de communication de la présidence. Et elle a pris plus de 70 milliards au Cameroun. C'est votre argent. Pour être conseiller à la communication. De rien du tout. Et des Paul Biya. Si tu es même talentueux, et après, je vous dis, Jacques Séguéla a signé des contrats miroboliques pour aller au Sénégal. C'était avec Abdou Diouf, mais il est arrivé là-bas, la communication zéro. Les petits garçons qui ont été recrutés par Abdoulaye Wade, euh, Valentino, je ne te permets pas de dire que je saute du coq à l'âne. Je reviens sur le Japon. Je t'explique des choses. Je dis, tu peux pas avoir, non, je vais t'enlever. Tu n'as pas qualité de vouloir saboter mes enseignements ou ma magie. Tu n'as pas qualité. Qui que tu sois. Je ne saute pas du coq à l'âne. Je suis programmé pour être excellent. Je ne vends que de l'excellence depuis mon enfance. La perfection, c'est mon cancer. Donc, je sais ce que je dis. Je parlais là, en ce moment, des gens qui sont en Afrique, qui prennent votre fric et sans talent. Je n'ai pas oublié le Japon. Je dis que il faut payer les conférences. La prochaine Akeva Business Conference dîner au Fouquet, c'est le 24 octobre. Si tu veux causer avec moi, tu réserves ta place. Si tu veux apprendre, ou si tu veux toi, si tu estimes que tu peux m'apprendre, dis-moi où tu donnes ta conférence, moi je vais payer, je viens m'asseoir. Mais il ne faut pas m'embêter quand je fais mes directs comme ça. Donc, je parlais je ne sais plus de quoi. Voilà. Laissez-moi boire un peu d'eau. Donc, je disais que Patricia Balm, par exemple, c'est des femmes qui ont porté plus de 100 milliards au Cameroun, conseillère de la pauvreté, de rien du tout. Elles n'ont rien apporté, elles ne connaissent rien. Au chômage à Paris, elles ne connaissent rien. Mais comme nous, Dieu a dit que c'est sur nous qu'il faut que les CV sortent. Il y a tout quelqu'un qui dit, mais toi, c'est quoi ton CV? Je dis, mais quand vous prenez les petits Chinois là au Cameroun, les petits Français là, ils ont quel CV? Prenez au moins les gens valeureux. Alors, je disais que l'humilité, quand je parlais du Japon, je voulais dire que quand vous allez faire les affaires au Japon, parce que je parlais du Cameroun, je parlais du Cameroun, je disais que le Cameroun avec Kaijo a réussi à vendre l'idée aux Français qu'ils étaient chez eux au Cameroun, donc qu'ils étaient meilleurs, qu'on avait besoin d'eux. Et la France a fermé les yeux, on leur a fait un petit hexé, elle a amené tout son fleuron de l'économie. D'accord? À l'UQAM. À l'UQAM est la première grosse industrie à s'installer en Afrique. Je n'ai pas dit Afrique noire, j'ai dit en Afrique. Nous sommes dans les années 50, fin des années 50. Il n'y a même pas encore l'indépendance. Péchiné, qui est le plus grand groupe, Péchiné, qui est le plus grand groupe mondial de métallurgie et d'aluminium, est venu délocaliser. C'est le plus gros risque qu'ils aient jamais pris dans la vie. Aller au fin fond de l'Afrique équatoriale avec une industrie très neuve et dans la Sanaga, là où il y a le crâne de mes ancêtres. C'est ça, l'idée du Cameroun qui... Donc, au début, parce que nous sommes en train de régresser de 100 ans, nous avons fait marche arrière, chaque jour nous faisons marche arrière, et les gens ne veulent pas comprendre ce qui nous arrive, on ne veut même pas réfléchir. C'est pour ça que vous voyez, les médias n'osent même pas m'appeler. Par bêtise, par complexe, par haine du talent, du progrès, de l'intelligence. Ils vont tourner là dans les débats tous les jours. Tel a dit que, tel déteste tel a dit que, tel a dit que. Et Limbi Loba a ouvert la Bible et tel a dit que. Et c'est ce qu'on rediffuse sur Facebook. Il faut, il faut qu'on ait le courage de nous questionner sur qu'est-ce qui nous arrive.
Pourquoi on a tous nos enfants vigiles ici? Pourquoi on a nos enfants qui ont fui leur paradis? Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourtant, il y a 100 ans, malgré le crime, malgré la lutte d'indépendance, malgré le sang versé, il y avait de l'espoir. Avec la France qui qu'on traite de tous les maux aujourd'hui, c'est la même France qui nous a quand même envoyé les Sosucam, les Simancam. Donc, la France, jusque dans les années 60, a conçu, je dis conçu le Cameroun, conçu l'Afrique, conçu l'Afrique, la colonie en réalité. L'Afrique est une construction, l'Afrique moderne, là, est une construction occidentale, suite à la prédation. Mais au lieu de pleurer donc, figurez-vous que les cahiers même étaient fabriqués au Cameroun et on faisait venir en France. Les Français mangeaient les produits fabriqués, je n'ai pas dit importer donc la banane. Donc on fabriquait déjà des produits là-bas chez nous et on les amenait ici. Je suis allé dans une famille bretonne il y a près de 25 ans. J'étais plus jeune. Et j'ai vu que le papa de cette famille avait les cahiers où il y avait le bananier, les cahiers jaunes là. C'est ça qu'on utilisait en France, dans les années 60, 50. Donc, c'est ce parallèle-là qu'il faut comprendre, là où le Cameroun a commencé à péricliter. Le rêve a commencé à disparaître. La petitesse, l'étroitesse, la faiblesse. Parce que on a laissé la place à la jouissance, à l'impuissance active de la pensée, à la médisance, non, la politique, le commérage. Le Congo est devenu une arme politique. On a oublié de travailler avec la venue de Biya. Et à l'inverse, vous avez ici, quand vous faites le parallèle avec la Côte d'Ivoire a eu aussi quelqu'un comme ça. Non, de Chanel Kenyé, je reviens pour te prouver le contraire. La Côte d'Ivoire, donc, a eu l'héritage. Mais il y a des gens que je ne souhaite pas voir dans ce direct. Vraiment, il y a des gens qui n'ont même pas l'épaisseur intellectuelle d'être là. Allez faire vos bavardages, votre ethnicisme loin. Dégagez très vite de ma page. Vous n'avez même pas... Soyez humble. Allez faire vos choses là-bas. Ce n'est pas votre cour ici. Voilà. Ça, c'est la cour royale ici. Respectez ça. Je me garde de vous bloquer. Petite personne. Alors, donc, c'est-à-dire il y a une bande de rapalmistes en Afrique qui osent se donner de l'importance de la prostitution maquillée, quoi. Une prostitution non seulement intellectuelle, mais une prostitution de la pollution. Comme Internet est ouvert, la liberté de la bêtise est étalée. Je suis en train d'expliquer, je n'ai cité personne, je suis en train de rétablir, parce que beaucoup de gens nous écrivent, les gens me demandent, Pépé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Afrique régresse? Pourquoi le Cameroun est passé de tel niveau d'intelligence à rien du tout? À la guerre civile que les animaux comme certains connectés là sont en train de préparer parce qu'ils vivent de ça à Yaoundé. Il faut interdire la parole à certains animaux. Je vais m'expliquer. Ça peut être fort, mais je vais m'expliquer. Il y a certains qui ont juste un voile, des vieilles peaux de maquillage, mais qui sont rien du tout. C'est la poubelle. Et le degré d'espace qu'on leur donne dans une république est dangereux. Vous savez, la France est un grand pays de valeurs. C'est la liberté absolue. Je suivais BFM tout à l'heure et il y a une décision, par exemple, à Marseille. Je reviens sur l'Afrique. Hein, donnez-moi 2 secondes. À Marseille, le professeur Raoul est en train de parler. Et puis, tu as des gens qui sont là, qui viennent contester ce que le professeur Raoul dit.
Et puis par la suite, vous avez un humoriste comme Jean-Marie Bigard, que nous tous on aime, mais quelqu'un qui parle que de vulgarité, quelqu'un qui est une prostituée de la parole, quelqu'un de la petite vertu. Les gens, on a vos histoires, on a vos CV qui sont vides. Donc Bigard se permet en France d'insulter le ministre de la Santé, de dire ceci, de traiter. Et puis c'est un autre, c'est François Cluzet, un acteur, qui veut lui dire, attention Bigard, tu te tais. Quand les gens parlent en France pour la construction du pays, tu te tais. On t'adore, tu es peut-être beau, tu remplis des salles, mais tu te tais quand tu ne connais pas. Et cette humilité-là, nous ne voulons pas l'admettre. Je ne peux pas permettre que je suis assis et puis quelqu'un qui n'a rien à faire dans mon direct vienne lancer son venin juste pour alimenter un conflit, comme si on a une même vie. Mais quand vous me regardez, on va se croiser où? Laissez que je parle aux gens qui veulent apprendre, qui veulent s'informer, ou qui veulent même pas apprendre, mais qui veulent même passer un bon moment. C'est pas la guerre. Deuxième chose que les Africains doivent définitivement noter. On ne vient pas sur Facebook se faire des ennemis. On ne lutte pas vous luttez pour la bêtise, pour rien du tout. La vie passe. Chaque jour, quand vous faites un ennemi de plus, vous avez perdu en énergie positive, en intelligence, en relation, en richesse. Et je ne sais pas qui vous paye à Yaoundé ou je ne sais pas où vous êtes, mais mangez doucement. Respectez l'intelligence du monde. Le pays ne vous appartient nullement pas. Je pense que j'ai été clair. Donc, j'étais en train d'expliquer que la Côte d'Ivoire a gardé le même héritage de Fouet-Boigny, et puis un mauvais héritier est arrivé, qui était du bon village, le bon nom et tout ça, qu'on nomme Bédier, et puis la suite est catastrophique. Les Ivoiriens le savent. Au moins sont honnêtes. Ils sont honnêtes. La Côte d'Ivoire a pris tout ce chavirement-là parce que les gens ont manqué d'appliquer la grandeur. Et c'est la même chose au Cameroun. Je ne peux pas venir là parce qu'il y a quelques avortons qui veulent se mettre sur ce direct. Je leur rappelle que j'ai toute la légitimité pour parler du Cameroun. Un, parce que j'ai la proximité et la filiation avec toute l'équipe dirigeante du Cameroun. Je pèse mes mots, au sommet de l'État. Je ne suis pas un enfant illégitime de la République. Je suis une personnalité mondialement connue. Je dois prendre position et dire. Et quand je dis on écrit, on écoute. Je ne suis pas là pour me faire aimer, mais on écoute. Une seule de ma plume, quand je tiens la plume, je fais une note, elle arrive très loin, où vous ne pouvez même pas soupçonner. Si je veux que le président Biya me lise ce soir, il va me lire. Ce n'est pas la première fois. Ça fait 20 ans. J'ai dit 20 ans. Donc, trop d'imposteurs en Afrique. Ça fait même qu'on n'arrive même plus à avancer. Vous ne voulez pas construire un pays si on n'arrive pas à dire aux enfants, à nos jeunes frères, voilà ce qui nous arrive. Vous qui allez prendre le pays demain, voici la route. C'est comme ça qu'on construit. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, ils sont obligés de retourner. Ils ont encore des problèmes où la guerre peut arriver à tout moment. Au Cameroun aussi, la guerre peut arriver à tout moment. Au Gabon, c'est pareil. C'est au Niger que j'ai apprécié. Le président du Niger a dit, lui, il n'est plus là, il a laissé, il est parti. Mais parce qu'il y a une maturité. En Côte d'Ivoire, tu regardes là, et je l'assume, si le président Ouattara enlève la main, là, il retourne à la guerre. S'il enlève la main, si la France enlève la main, là, on laisse les Ivoiriens. L'Africain ne sait pas dire, mon frère, ne luttons pas, embrassons-nous. Dans nos villages, on s'embrassait. Dans nos villages, on parlait. Quand on dit le débat est bloqué, c'est le manque d'intelligence.
Je n'ai jamais vu un sommet européen où la guerre éclate. On suit tous les journaux aujourd'hui. Et j'en ai fabriqué des journaux. J'ai formé des journalistes. J'enseigne cette communication. Donc, vous entendez souvent l'Union européenne, on dit tension entre la Russie et les États-Unis. Les gens sortent même des salles, mais parfois ils font 14 heures de débat. Le matin, tu entends que ils ont trouvé un accord. Toujours. En Europe, on trouve toujours un accord. Qu'on soit d'accord ou pas. Il y a toujours. C'est ça le signe de maturité. C'est ça le signe de maturité. Venir sur un direct où vous ne comprenez absolument rien, c'est normal, et venir balancer le venin de la prostitution maquillée, c'est faire preuve d'une bêtise absolue. Il faut apprendre et aller refaire vos directs en copiant ce que vous avez appris. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que, à partir des années 80 au Cameroun, on a vu la fébrilité entrer au Cameroun. On a simulé la maladie d'Aïdjo. C'est votre histoire. Aïdjo n'était pas malade. Il avait des petits bobos. Mais on disait qu'il allait mourir. C'est pas vrai. Puisqu'il n'est pas mort. Il est mort longtemps après. Donc, un nouveau management arrive. Le management même a été mal négocié. Parce qu'il choisit Biya qui est là. Il y a les réseaux français qui jouent. Parce que c'est le plus poli, le plus calme. C'est le plus rond. C'est le moins... On croit que c'est le moins dur. Face au tempérament très chaud, comme la Issim Vodo, hein, il y avait des gars très puissants. Voilà, Samuel Eboa, c'était des têtes dures. Voilà, donc... Et puis la France n'a pas envie de se taper des bonhommes qui peuvent être un danger pour leur investissement. C'est clair, c'est le business. C'est pour répondre à quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il pense que l'Allemagne a fait mieux. L'Allemagne, la France n'a rien fait en Afrique. C'est faux. Tous ces pays-là n'ont pas d'amis. Ces pays-là viennent chercher les intérêts, l'investissement, et il faut qu'il y ait retour sur investissement. Moi, je fais mon direct, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est quoi? C'est la légitimité que je gagne, c'est les gens que je rencontre, c'est la famille que je me crée, c'est les livres que je vends, c'est les conférences que je donne, c'est l'estime de moi-même, d'avoir contribué, d'être présent. Donc, quand la France met son argent, il faut que ça soit remboursé. Alors, l'Allemagne a commencé un chantier, mais l'Allemagne aussi n'est pas venue pour le bien-être des Camerounais. L'Allemagne est venue pour prendre des richesses comme une puissance. Il fallait faire tourner la machine. Soyez pas naïfs. On ne va pas coloniser quelqu'un parce qu'on l'aime. On va abrutir quelqu'un en lui amenant la Bible, le Coran, tout ça maquillé, la religion, tout un mode de vie pour faire une prédation d'énergie, énergie spirituelle, énergie physique et énergie matérielle. Donc, ce projet a été stoppé par la guerre, la première. C'est pour ça que l'Allemagne est rentrée. Donc, mais l'Allemagne avait une particularité, c'est que elle est rugueuse. L'Allemagne bosse dur. Et les Africains avaient tendance à beaucoup boire le bili-bili et à jouir dans les quartiers. Et les Allemands n'aimaient pas ça. Les Allemands n'aimaient pas le bruit. Les Français ont laissé le bruit dans les quartiers tant que l'argent, la banane, l'huile de palme montaient à Paris. Mais les Allemands étaient comme des papas. D'accord? Ils étaient rigides. C'est peut-être ça. Mais ils étaient cruels aussi. Je vais vous prendre un exemple, un fait historique. Quand les Allemands commencent vraiment à pilonner le Cameroun, ils font passer le chemin de fer. On compte près de 1000 morts par jour.
qui sont dans une usine, un chantier. Le pont sur la Sanaga a aidé on a perdu près de 400 personnes, 400 ouvriers. Quand les gars ont commencé le chemin de fer, chaque jour, on enterrait les gens chaque jour dans une fosse commune différente. Les gens mouraient de famine. Donc les Allemands étaient tellement cruels. Dans le littoral, là, c'était terrible. Et puis les gens, ils entraient jusqu'à l'Interland. L'Interland, ça veut dire l'intérieur du pays. Les Allemands n'avaient pas peur. Ils fendaient la forêt, ils entraient, ils prenaient tout de force, on coupait la tête. Et ils négociaient même pas. C'est ça qu'ils ont fait au roi Douala Mangabel, qui a refusé de signer. On a coupé la main, on a pendu. C'est comme ça. Alors, une délégation de chefs donc quitte pour aller à Calabar, voir les Anglais qui sont installés. Et dans cette délégation, vous avez mon arrière-grand-père, un de mes aïeux, Mayanya Mokoko, donc tous les chefs de la côte. Donc quand on parle du Cameroun, il faut au moins que les gens soient humbles et se taisent. On ne sait pas de qui ils descendent. Donc, mon aïeux prend le bateau avec les autres chefs, tous les grands chefs Sawa. Ils traversent pour aller au Nigeria appeler les Anglais que venez. Les Allemands sont trop cruels. On ne peut plus les supporter. Même dans les maisons, ils nous empêchent de faire nos bébés. Ils veulent même nous apprendre comment faire les bébés. Donc, quand les Anglais arrivent, ils chassent les Allemands et les Français. Les Français et les Anglais deviennent encore plus cruels que les Allemands. Et les chefs de l'époque se réunissent pour dire, mais non, mais nous on croyait qu'on vous a dit de venir enlever les Allemands parce que les gars ont pris pour raison que non, le colon est le colon. On a les mêmes principes. Donc, pour revenir, j'étais en train de dire qu'à partir de 82, quand Biya arrive, c'est la fébrilité totale. La fébrilité qui ne vient pas totalement aussi de lui. Ça vient du fait que Ahidjo part, mais il reste, il tient le parti. L'UNC. C'est une histoire qu'on doit avouer. C'est ça qu'on doit enseigner. Tout le monde doit la connaître. Et ça a une même incidence en Côte d'Ivoire, mais un peu plus tard. Parce que les luttes d'indépendance en Côte d'Ivoire n'ont pas été très farouches, ou n'ont pas été... Il n'y a pas eu les mêmes velléités en tout cas. Et quand Biya donc prend l'appareil, on constate quand même que le bonhomme gentil n'est plus totalement gentil et souple. Il commence à tenir tête parce que tous les soirs, il doit rendre compte au président, Ahidjo. Tous les soirs, à 19h, il doit aller à la résidence du président du parti. Parce que Ahidjo pense que le parti est supérieur à l'État, puisque c'est le parti unique. Et ça tient un an. Biya exécute, tous les soirs, il prend ses trucs. En chef d'État, il va rendre compte. Et puis, il y a l'entourage qui commence à lui dire, mais tu rigoles ou quoi? Tu ne vas pas te permettre, tous les soirs, tu es déjà président, d'aller rendre compte à quelqu'un qui n'est plus président. Tac, donc nous sommes en 83, la tension est déjà vive. Et puis 84, il faut qu'on nous dise ce qui s'est véritablement passé. Parce que les Camerounais, la pauvreté, c'est le manque de vérité. La pauvreté, c'est un peu... c'est quand on n'assume pas son histoire, on cherche les boucs émissaires, les faux fuyants. Il va arriver un moment où cet épisode du Cameroun doit être extrêmement clair. Parce que de temps en temps, on nous dit non, c'est les gens qui ont monté le putsch à l'intérieur du système Biya pour écraser les gens du Nord. Et puis non, Ahidjo, on dit que non. Et Ahidjo lui-même n'a jamais dit. Donc, on ne sait pas. Bixby, tu te tais. Maintenant, on parle aux machines. Il me dit, peux-tu me déverrouiller? C'est pas possible. L'appareil dit, libère-moi. Même l'appareil veut la liberté. Qu'est-ce que tu dis, Bixby? Peux-tu déverrouiller? Me déverrouiller. Donc, cette histoire, c'est votre histoire. Donc, Biya ne veut pas céder le pouvoir parce qu'il est regaillardi par son entourage.
il y a une jeune garde qui monte, il y a une épuration ethnique. On a balayé tous les gens du Nord qui représentaient un danger, qui contrôlaient tout, qui rendaient compte à Idjo de A à Z. Donc le Cameroun était ingérable. Et il fallait passer par ce choc-là. Et ce choc-là, si vous ne prêtez pas garde, va arriver très vite. Donc l'histoire va se répéter. C'est ça la vérité historique qui revient quand on ne tire pas les enseignements. Donc, Biya a sa jeune garde, il y a les Semengue qui montent là, qui contrôlent l'armée, et puis il y a des petits gars, les Asso, qui sont à Ebolova, des jeunes militaires très forts, des officiers supérieurs, qui disent à Biya, oh, ne tremble pas, on va prendre le pouvoir. Et Biya, ses consultants, il y a l'apparatchik, et la France lui dit non, il est temps de te libérer d'Aïdjo. Donc on ne sait pas, parce que Aïdjo lui-même déclare après le putsch, ou pendant le putsch, il est à Monaco, c'est ça, il est à Nice, en Côte d'Azur en tout cas. On lui dit, bon, tes hommes sont en train de faire le putsch là. Et il dit non, il n'est pas au courant. Mais si c'est ces hommes, ils ne peuvent pas perdre. C'est très politique. Donc même Aïdjo, on ne saura jamais réellement, parce que Aïdjo n'a jamais dit que c'est lui. Il a dit, si ce sont mes hommes, ils ne peuvent pas perdre. Les documents sonores sont là. Je ne suis pas votre prof d'histoire. Donc, je ne suis même pas là pour faire la chronologie. On cause. Donc, quand Biya passe ce cap du 6 avril, là, c'est même la colonne. Je vous rappelle deux faits historiques. Hein. Il y a la colonne qui part des Bolova. C'est le général Asso qui revient regaillardir les troupes au quartier général. Et j'ai un oncle qui est au quartier général, qui est jeune militaire. Et puis, j'ai un oncle qui est à Douala, qui est capitaine de gendarmerie, le capitaine Benaye, qui descend à Yaoundé quelques jours avant. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, les gars prennent en main la sécurité du président et les enjeux de la République. On fait déjouer le coup d'État. Et le général Benaye, qui deviendra d'ailleurs comment vous appelez ça, le chef d'état-major particulier du président Biya jusqu'à sa mort, extrêmement homme de pouvoir. C'est un gars qui pouvait faire 10 jours en mer, puissance ésotérique magnifiée. C'est le genre d'une autre dimension. Et c'est ma filiation. Je ne suis pas un imposteur. Donc, et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, sa maison au palais n'a pas été touchée. Il faut comprendre. Parce que cette période de sécousse-là, mais ce n'est pas pour dire. Donc, quand Biya est non regaillardi, j'en parle parce que j'ai deux faits majeurs. Le bureau de Semeng en tant que chef d'état-major, là où il sort du climatiseur, la fameuse histoire, elle est vraie. Il est vivant. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai le frère de mon père, le colonel Mélonné, Betangane, Francis, qui est sous-chef d'état-major de l'armée du Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être en retraite, même s'il est consultant. Un haut militaire ne part pas en retraite. Donc, c'est le bureau de Semeng qui occupe quand je vais lui rendre visite au quartier général. Et puis, il y a tous ces militaires. Ils me montrent la cachette qui va vers les toilettes. Les toilettes, il y a la climatisation. Et derrière cette climatisation-là, non, c'était une porte cachée en réalité. Et tu entres, c'est comme si ça va aux toilettes. Et derrière les toilettes, il y a comment vous appelez ça? Les clims avaient des trous à l'époque. On mettait des climatiseurs dans des sortes de gros trous. Après, on mettait du fer. Donc, ces méga juste dévissé, comment vous appelez, le climatiseur, et il est passé. Ce n'est pas une légende, c'est vrai. J'ai visité ça de mes yeux. Les jeunes, au lieu de bavarder sur Facebook, allez visiter ces lieux et allez comprendre réellement ce qui s'est passé dans votre histoire. Peut-être on n'a pas la même chance, mais moi j'ai compris ça. Donc, passons. Quand Biya donc tient le pays, il faut donc qu'il ressoude tout. C'est là que le Cameroun va basculer. Au lieu qu'on passe à la gestion purement économique, avec des enjeux économiques, le cap économique, le Cameroun avait fixé sa barre. Regardez les reportages de l'inauguration de la SOSUCAM en Banjok. Nous sommes dans les années 72 par là.
C'est-à-dire, le journaliste français de France d'Antenne 2 à l'époque, qui est aujourd'hui maire à Bordeaux, enfin dans la zone de Bordeaux, il dit que le Cameroun est une chance pour la France parce que c'est la plus belle réussite de la France en Afrique. La Sosucam, c'est la société du groupe Villegrain. Les Villegrains sont là à Paris et ils prennent un jeune étudiant brillant qui s'appelle Yinda lui. Il se lie d'amitié avec la famille et puis on lui confie la société à son retour au Cameroun, qu'il gère jusqu'à sa retraite, comme si c'est un patrimoine personnel, mais c'est une société française. Donc, la France, sous Ahidjo, a encore la possibilité d'amener, de délocaliser le fleuron de ses industries. Et en Afrique. Donc, ils cherchent. Ce n'est même pas encore trop en Côte d'Ivoire. Leur visée, c'est le Cameroun, parce qu'il y a une élite formée, il y a des facilités, il y a les largesses de la nature, et puis il y a l'ouverture, parce que le Cameroun est la Côte d'Ivoire d'avant. Et Houphouët-Boigny est jaloux de tout ça, il voit. Il apprend d'Ahidjo. Il dit, mais comment tu fais? J'ai sauté l'épisode de répression de l'UPC, des leaders, des OUM et tout. Mais là, on parlait du bilan économique. La faillite du Cameroun est d'abord économique. Aujourd'hui, c'est une crise politique ouverte. Ça ne sert à rien de venir fiasquer ici. La crise politique vient du fait qu'économiquement, les Camerounais ne mangent plus. Il n'y a plus 3 repas par jour. On a échoué sur le plan économique. On a échoué à capitaliser. Donc, tout le séjour de Biya, au sorti du putsch, c'est de verrouiller, c'est de liquider, c'est de faire le solde de tout compte de son ancien patron. Et c'est là où on prend Biya, parce que c'est ça qu'il a appris à faire. Comment résister, comment rester là, comment ne pas mourir. Et de ce côté, le plan Marshall n'existe pas. Le plan économique tombe dans l'eau. La survie de l'État n'est pas un enjeu vital. Pour Biya, c'est sa survie politique qui devient la raison de vivre de l'État. C'est une raison d'État. Et tous les stratèges dont vont tourner autour, et on commence à faire de la politique au Cameroun. 87, il commence à détacher quelques-uns, les Tirouma ressortent à El Gandoura pour revenir mentir au service du roi. Biya commence à chercher les équilibres et puis on lui impose la démocratie. 90, le vent de l'Est, Mitterrand, le discours de la Baule. Oh, un pépé, oui. Je ne suis pas là pour vous. Et les gens marchent à Yaoundé pour dire on ne veut pas de démocratie. Les Emma Basile sont en tête. Tous les caciques. Même les Oona Grégoire, qui, oui, ils marchent là, ils tous ils disent jamais, pas de démocratie. Nous ne voulons pas de cette histoire. Pas tant qu'on est vivant. Les André Tchungi, tous ces gars-là marchent là. C'est bizarre que les mêmes soient là aujourd'hui, ils fassent les leçons de démocratie aux gens alors que les archives montrent qu'ils étaient épidermiques à l'évolution. Vous comprenez un peu le paradoxe. Les gens qui n'ont jamais voulu l'indépendance ont été indépendants, ils ont pris le pouvoir. Les gens qui n'ont jamais voulu la démocratie prétendent parler et dicter la loi aujourd'hui au Camerounais au nom de la démocratie qu'ils n'ont jamais voulu. Voilà le drame. Voilà le drame. J'espère que vous m'écoutez. Donc, il y a quand même démocratie. Parce que la France dit non. Les bailleurs de fonds disent non. Vous ne pouvez pas bloquer. C'est un vent mondial. Le peuple se lève. Il n'y avait ni WhatsApp, ni Twitter, ni Facebook. On ne s'engueulait pas. On bagarrait juste dans la rue. On défendait les idéaux. Et je suis jeune, j'entre dans cette mouvance. Et je vous l'ai dit la dernière fois, quand on a pris le procès de Njawé, de Monga, de Maître Yondo Black au plateau Jos, j'ai pris la parole devant près de 500 000 jeunes qui sortaient je ne sais pas d'où, et en tenue de classe, et en pied, en babouche, mais tout le Cameroun, tout Douala était là. Les gens faisaient 10 km, 20 km pour venir suivre le procès pour qu'on n'enferme pas les gens qui se sont battus pour la liberté.
Donc quand les jeunes aujourd'hui ont de la peine à marcher pour défendre leur beefsteak, nous, ça nous fait rire. Il y a 30 ans, nous marchions en tenue. Il y a 30 ans, je faisais la parole, je prenais la parole. C'est parce que les gens ont des photos et des archives, mais on est malhonnête. Mais il y a des archives. À 15 ans. Donc, à partir de cet instant, regardez vous-même l'histoire du Cameroun. Aucune société n'a été créée, je dis bien aucune grande société n'a été créée au Cameroun depuis l'avènement de Paul Biya au pouvoir. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de son seul fait? Est-ce qu'il n'y a pas le contexte? Ça, il ne faut pas le fuir. Il n'y a pas eu de société. Maintenant, si vous voulez donc discuter avec moi, je vous sors la liste de 283 sociétés qui ont fermé sous Paul Biya. Et ça peut nous prendre un temps fou. Ah ben voilà. C'est votre histoire. Et personne ne doit vous empêcher de dire votre histoire. Je dis bien personne n'a le monopole du Cameroun aujourd'hui. Personne ne peut vous dire. Personne n'a le droit de nous interdire de dire. Personne même ne peut faire. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Je viens d'avoir un message d'un petit frère qui est au Canada qui dit « Je n'arrive plus à discuter avec des gens qui n'ont pas la bonne information. Ou vous lisez ou vous suivez les lives des enseignants comme le guide. Arrêtez d'embêter le peuple dans l'esclavage. Hein. On ne va pas mettre tout un pays en esclavage parce qu'on a peur même de parler. C'est pas possible. Je ne peux pas être couché ici à Paris où je bénéficie de tout le privilège de la lutte et du peuple français, du sang versé, de tous ces Gaulois et tirailleurs sénégalais. Et moi, je me permets de m'auto-censurer parce que je dois attendre que des prostituées et des gens de bas étage commencent à nous dicter la loi. Vous avez déjà vu dans quel pays où des petites personnes veulent marcher sur les seigneurs? Vous avez déjà vu dans quel monde où des esclaves veulent dicter la loi? Où la pauvreté est institutionnalisée. Maintenant, on parle des faits. Donc, il y a plus de 300 sociétés, 283, j'en ai répertorié, qui ont fermé depuis que Biya est là. Manque de management, manque de leadership, manque de coercition dans la politique. Les idées ont souvent été bonnes. Quand on lance l'opération Antilope, c'est dans les années 87. C'est-à-dire, il y a la moitié des gens qui travaillent, qui prennent l'argent de l'État. La moitié est fictive. On n'arrive pas à arrêter cette moitié. C'est-à-dire, les gens entrent tous les jours manger, la marmite est vide, on ne sait pas qui mange. Or, il suffit juste de prendre les noms. Toi, tu t'appelles comment? Oona. Serre-toi, on note. Toi, Nchama. Toi, Baïha. Toi, Chofak. L'État n'arrive pas depuis 87 à arrêter les gens qui pillent le budget. Donc tous les mois, il y a des gens qui, même à Paris, ici, il y a des gens qui ont leur salaire depuis 20, 30 ans. C'est ça le système Biya, c'est-à-dire un manque de discipline dans l'exécution des affaires. Et c'est là où je vous tiens ces trois choses-ci. Je vous tiens ces trois choses. Il nous manque fondamentalement trois choses pour sortir du chaos. C'est au chapitre 18. 1. La primauté de l'intérêt général sur l'intérêt personnel. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Insulter même un roi ne sert à rien. Écoutez seulement. Quand c'est vrai, c'est vrai. 1. La primauté de l'intérêt général sur l'intérêt personnel. Au Cameroun, vous savez, l'intérêt personnel est passé avant l'intérêt général. Et de deux, la bonne conduite des affaires et des opérations.
Voilà la Camerco, où Boeing venait mettre son usine chez nous. Voilà Cameroun Airlines. On n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire, il y a le PDCA, le PDG, le CECI, depuis plus de 20 ans, on dit la même chose, aucun avion. Ils ont quelques taxis brousses. Ils n'ont même plus rien. C'est ça, le manque de la bonne conduite des affaires, des opérations. C'est-à-dire, qui est responsable? Et vous allez voir que ces trois trucs-là, Ouattara les a amenés en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous suicider si vous voulez. La discipline dans l'exécution, combien de fois? Il faut quand même croire que bien à un moment a dit il veut les preuves. Donc il avait peut-être ce souci. Mais ce n'est pas de son ressort. Le management proactif, c'est pas bien. Bien, c'est ne touche pas mes sentiments, ne piétine pas mon orteil. Bien, c'est les gars qui te disent fais tout ce que tu veux, mais pas dans les 5,50 m. Et tous ceux qui ont essayé d'entrer dans ces 5,50 m ont été frappés fort. Ça, il sait le faire. Il sait, parce qu'il a été à la bonne école, il sait comment dégommer un adversaire. C'est 5,50 m. Ça fait qu'aujourd'hui, regardez le Cameroun. Biya est vivant, mais il ne dit rien. C'est deux lobbies très puissants qui sont en train de s'affronter en ce moment au Cameroun. C'est pour ça qu'on a neutralisé Kamto. C'est pour ça que les militaires, les gendarmes, les policiers ont investi sa demeure. Raison de la marche du 22 ou pas, il doit être neutralisé. C'est pour ça que l'ambassadeur des États-Unis a pondu un communiqué que vous aurez bientôt, où on dit ne le touchez pas. Mais on a déjà signé son arrêt de mort. En réalité, il est un danger pour la bataille qui est en train de se faire. Oh, Biya est dans son palais, lui, il est là, il dit foutez-moi le camp. Apportez-moi ma bouillie et je m'en fous de vous. Quand il contrôle là, est-ce que je suis au pouvoir? Oui. Est-ce que je suis président? Oui. Est-ce que moi ça va? Oui. Est-ce que j'ai un peu d'avoir? Oui. Est-ce qu'on peut m'accueillir en France? Oui. Et il vous méprise, il vous regarde comme rien du tout. C'est votre histoire. Hein? Alors moi, je n'ai pas, j'ai tellement d'amitié et de famille dans cette sphère-là que ma liberté primera toujours. Ne vous en faites pas. Je suis heureux. Je bois ma bouillie, j'ai mon bout de pain, ma baguette, mon fromage, mon tricycle comme un Français. Normal, je suis heureux. Vous allez mourir. J'ai un fiston qui m'a appelé hier, tonton, j'ai eu Polytech. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un enfant qui a eu Polytech au Cameroun et il a le nom de mon père. Et donc, il va faire le même métier que mon père. Il va à Polytech. Il n'a même pas 15 ans. Il a eu le bac là. Et il m'écrit, tonton, la rentrée, c'est dans 2 semaines. Donc, il y a quand même le talent. Parce que cet enfant est major. Il a 15 ans. 14 ans et demi, 15 ans. Mais il lui faut maintenant la rentrée. C'est ça les réalités. Qui va lui payer l'école? Donc, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas ingénieur. Il a eu le bac avec près de 18 moyenne. Il mérite une bourse. Mais là, c'est tonton. La rentrée, c'est dans 2 semaines. Je peux vous montrer le message. Quand on vous dit que le Cameroun a des problèmes structurels, il faut donc comprendre qu'on ne peut pas laisser des enfants abandonnés à eux-mêmes quand l'État existe. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas pour se mettre en conflit avec un Camerounais de trop ou un Africain de trop ou un Ivoirien. C'est pour dire à un moment la vérité, même si elle est dure. Il faut qu'on prépare la rentrée de cet enfant. Ces 5 ans-là, il faut les payer. C'est comme ça. Ici, il serait pris en charge dès le lendemain par une bourse de l'État. Et vous tous, vous payez les écoles de vos frères, de vos sœurs, de vos enfants au pays. Et vous voulez en même temps nous dire que tout va bien. Tous les jours, les femmes avortent, les enfants meurent, les bébés, les nouveau-nés manquent de médicaments. On le sait tous, mais nous ne disons rien. La vérité nous fuit. Le développement nous fuit aussi en même temps. Parce que la lumière a horreur de l'obscurité. La lumière a horreur du mensonge. Quand on met la lumière, quand on braque la lumière sur vous, on vous dévoile, on voit vos sous-vêtements. Et c'est Facebook qui est cette
cette lumière-là aujourd'hui. C'est pas pour les engueulades, c'est pas pour des crimes de bavardage intempestif. C'est pour qu'on se serve de ça pour enseigner et pour motiver ceux qui sont découragés de ce continent si riche, mais qui s'abat. Donc je reviens sur le personnage. Donc, le manque d'ambition politique, économique, a fait que le Cameroun est devenu, je vous rappelle que dans les années 90, le Cameroun faisait partie du top 5 des économies africaines, devant même le Maroc. Il faut vous référer aux chiffres de la Banque mondiale. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force. Ça me perd le temps. Je ne peux pas lire tout ça pour vous. Mais c'est ça la réalité. Donc, l'héritage d'Aïdjo, le tissu économique était encore tellement puissant. Nous étions l'un des rares pays en Afrique où on fait tout. On fabrique tout. On fait tout nous-mêmes. Aujourd'hui, les cure-dents sont bloqués au port parce que même ça, on importe. Ce n'est pas un reproche, c'est une lecture de dire que Biya n'a pas la force de penser le développement. Il a peut-être les moyens, l'intelligence affinée pour contrecarrer les velléités de remplacement au poste, mais il n'a pas la force. C'est pas Kagame. Hein. Bon, l'âge aussi. Mais même quand il avait l'âge de Kagame, c'était pas ça. Il a voulu faire des exercices. Enfin, Biya n'est pas un chef dur. C'est la mollesse. C'est la mollesse. Et je vous ai lu les 3 trucs qui manquent à un pays pour atteindre le développement. Ce n'est pas forcément au Cameroun, c'est valable partout. Il y a quelques pays en Afrique qui font exception. La discipline dans l'exécution. Ailleurs, on va dire la dictature. Mais Poutine dit discipline. Vous avez vu Poutine faire des réunions avec les patrons russes. Tous les patrons russes. Il dit, oh toi, comment tu es au comité central du parti et on te met encore au comité scientifique de telle société, PCA de telle société et tu es... Monsieur, soit tu restes au parti, soit tu restes là-bas à la science. Va travailler. Je peux vous citer le cas de quelqu'un au Cameroun que je connais, qui est un aîné, un ami, c'est Mekulu Vando, qui a une filiation directe avec le président, qui est le DG de la CNPS. Chaque fois qu'on l'appelle dans le parti, il refuse. Il dit, lui, il est un technicien. Il est un intellectuel, il est un stratège, il est là pour le contrôle supérieur de l'État, il est conseiller du président pour les questions économiques et il gère la CNPS. Il a refusé. Donc, c'est ça le manager. Donc, Poutine, par exemple, s'assoit dans une salle avec tous les patrons, PC et tout, il dit, toi, comment tu veux être là-bas? Il a choisi tout de suite. Choisissez tout de suite. Comme je me lève là, je veux entendre vos démissions. Donc, le sens des affaires, et il faut rendre compte. Chez nous, on rend gauche, on ne rend pas compte. Chez nous, on te tue, chez nous, tu vas en prison avec tes sacs de milliards, mais tu ne rends pas compte. Tous les gars qui sont couchés en prison n'ont jamais rendu compte, mais ils sont en train de rendre gauche. Écrivez donc que dans un pays pauvre, on ne rend pas compte, on rend gauche. Yes, en pépère, oui. Oui, 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 oui. Ah oui, il faut le faire. On va y aller là. Donc, aujourd'hui, passons ce bilan. Il ne faut pas accabler le vieil homme. Quoi qu'on dise, on aura toujours de la sympathie. Moi, je n'accable pas Paul Biya. Je mets ça dans le coup du destin du Cameroun. Hein. Quand l'ouvrage va sortir, si je peux m'investir là-dessus parce que ça bouffe l'énergie pour rien. Hum, hum. Si on vous dit des choses, hum,
Comment on peut expliquer aux Camerounais, par exemple, que le train qui est arrivé en Balmayo, donc à moins d'une heure de Bolova, de San Mélima, le train qui est à quelques 30 minutes de Yaoundé a disparu. Le train qui arrivait, les Camerounais ont le métro et le tramway très tôt. Le train partait donc on s'en va le matin, ça portait les enfants jusqu'à Douala, jusqu'au marché de centrale aujourd'hui, le lycée de Newbel, et ça ramenait le soir tous les enfants jusqu'à Konsamba. Chacun descendait en route. Njombe, Penja, tout ça. Donc, les gens vivaient jusqu'à Balmayo. Donc, tu partais de le train. Et puis, quand tu arrivais à Yaoundé, tu arrivais jusqu'au nord. Et le train s'est arrêté en Konsamba justement parce que les Allemands voulaient le mettre à Tchang. Mais le train a été bloqué. Et on n'a jamais continué ces grands travaux. Ça fait beaucoup d'années qu'on veut relier Ngaoundéré à N'Djamena. C'est Bolloré qui a encore pris le marché. Incapacité. Qui contrôle? On ne contrôle rien dans votre pays. À Abidjan, donc, tous les lundis matins, 11 heures, conseil de ministres. Voici la feuille de route gouvernementale de cette semaine. Le président nous a instruit ceci, d'électrifier tel village, de mettre l'eau ici, de donner la route là-bas. Et le lundi prochain, il revient dire à la télé, devant tout le monde, conférence de presse, porte-parole du gouvernement. Voilà, la même chose qu'on fait en France, la même chose qu'on fait au Canada. Donc il faut arrimer le Cameroun à l'intelligence mondiale. Vous ne pouvez pas rester dans votre bulle de fierté, de zèle dans le bruit et la pauvreté et vouloir faire comme si vous êtes important dans ce monde. Il faut travailler, les gars. On va devoir y aller. Hein. Donc, je voulais vous dire des choses, on va garder ça pour plus tard. Parce que quand j'ouvre déjà les choses ici, méfiez-vous. Méfiez-vous. La République peut tomber là. Donc, maintenant on est dans les généralités. Regardez quand même qu'il y a... Voilà la fin de règne du président Biya qui nous impacte. Voilà la fin de règne. Au plus, il va en 2000. C'est 2000 quoi? 25. Bon, le drame aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on dit d'attendre 2025. C'est ça que la Constitution dit. L'autre drame alors, c'est qu'il y a une grosse partie des Camerounais qui disent c'est trop. Est-ce qu'on va aller là-bas jusqu'en 2025? Bon, maintenant, à titre personnel, moi je pense que Biya peut vivre jusqu'à 100 ans. En 2025, il peut même encore être candidat. Soyez pas surpris. Mais maintenant, comment ça se gère? Est-ce qu'il a encore les leviers? C'est ça qui doit nous interpeller. Parce que pendant qu'on met les gens en train de garder Kamto là-bas, il y a des batailles énormes là. Il y a les deux clans. Les deux clans. Et beaucoup de gens m'appellent, me disent, mais pourquoi vous êtes à faune quand on vous a mis quelque chose dans la bouche pour parler de votre pays, vous tremblez. Qu'est-ce qui vous arrive? Tous les intellectuels, qu'est-ce qui vous arrive? Alors il faut savoir qu'au Cameroun, là, en ce moment, vous avez à la présidence, on va dire le clan Nanga que tout le monde connaît, mais c'est Ngongo. On a laissé le pays entre les mains de Ngongo. Et ce clan est en face, là, il y a le clan Boulou. Mais en réalité, je l'avais dit, on ne m'a pas compris. Je vois mal comment le pouvoir va échapper à ces gens-là. Sauf s'ils se battent à mort, les deux clans, et il n'y a aucun survivant et le peuple reprend ses bêtises. Tout le reste là n'est que périphérique. J'ai même mon jeune frère Cabral qui est à Paris, on m'a dit, hein, il n'a pas daigné me passer un coup de fil. Bon, il est trop grand. C'est comme ça le Cameroun. Bon, alors, ce qui est important là maintenant, c'est que l'axe Ngongo ne lâche rien. Il ne lâche rien. Il y a un épisode qui m'a fait tiquer. Le port de Kribi, la partie camerounaise, était géré par un type qui s'appelle Maniben. Et Maniben, c'est les réseaux un peu Motazé. Donc c'est Motazé qui a conduit le projet du port de Kribi, par exemple, qui est
l'un des fleurons de l'économie camerounaise. Voilà. J'ai pas mis ça parce que ça n'a pas encore abouti. C'est un chantier. Et il faut que BIA finisse. Quand je dis qu'il n'a pas créé grand-chose, c'est qu'il faut finir un chantier et on remet les clés. Le port, il n'y a rien là-bas. Il n'y a encore rien là-bas. Bolloré a mis 30 milliards là, il y a l'année passée, non, il y a 2 ans, en 2018. La bureaucratie de Yaoundé a dilapidé 30 milliards de Bolloré avant même exécution de son port, de son terminal. Donc, Ngongo a dégommé cette équipe de Motazé là, parce que Motazé régnait en maître au port de Krivi, on l'a dégommé. Ngongo a replacé les pions et replacé ces gens. Quand il gagne ces batailles-là, vous comprenez, Ngongo a dégagé les gars qui étaient à la Sonara. Le mec qui est à la Sonara comme DG, c'est un promotionnaire, un ami de Ngongo. Il a un nom de l'Ouest Cameroun, mais c'est le gars du système, il vient du palais. Vous avez la bataille à la Camère, c'est toujours... Donc Ngongo a refusé que le Premier ministre qui est hors jeu, c'est un gars bien. Comment il s'appelle? D'ailleurs, personne ne connaît le nom du Premier ministre là-bas parce que c'est une formalité. Le Premier ministre n'a pas de base. Il est fragilisé. On a brûlé sa maison chez lui et au village, dans le sud-ouest. Hein? Comment il s'appelle le Premier ministre? Oh. Il vient aussi de la présidence d'ailleurs. Mais très calme. C'est pas un mec... mais il n'existe pas. Politiquement, il ne parle pas. C'est comme ça le Cameroun. Vous pouvez avoir le titre, la fonction est vidée, est tenue par les leviers. Donc Ngongo ici est assis sur le socle de sa sœur, enfin, de la première dame. C'est normal. Quand vous prenez une femme en mariage, les beaux-frères cassent la télé, ils se grattent sur votre salon, ils vident votre frigo, ils ne payent rien, vous ne parlez pas. Par contre, vous chassez souvent vos propres enfants de la maison. Vos neveux et nièces et cousins n'ont plus accès à vous. C'est la belle famille qui contrôle. La belle-mère est même là. Donc, c'est Ngongo qui gère le Cameroun. Mais comme Biya est malin, on a voulu tuer tout le monde dans l'entourage de Biya en lui disant que l'entourage fait des réunions contre lui pour lui succéder. Biya a un seul fils aujourd'hui, c'est Motazé, qui représente aussi derrière tout le clan Boulou. C'est très important. Je vais développer tout à l'heure. Quand on dit Boulou, c'est Ekan, dont la racine. La politique est tribale, est tribalisée au Cameroun. Donc, il faut la mettre pour qu'on continue. Je suis Ekan. Hein? Je suis de cette racine directe. Voilà. Et un Evuzok n'est pas un orphelin. Voilà. Donc, je parle d'autorité. Quand vous avez donc ces deux clans-là qui s'affrontent aujourd'hui au Cameroun, le peuple est dépassé par les événements. Mais c'est d'une violence. C'est d'une violence. C'est pour ça que il y a amalgame. Le clan Boulou s'est réconcilié l'autre jour, donc je veux dire la racine est quand pure. N'oubliez pas que les Nanga étaient à l'est. Pas un micmac, parce que quand on dit est, ça rappelle les pygmées. Ils ont voulu sortir de là, ils sont rentrés dans le centre, pas une entourloupe politique. Tout est politique. On a redessiné la carte politique du Cameroun exprès pour mettre Nanga dans le centre. Parce que venant de l'est, la conquête allait être dure. Voilà les réalités de mon pays aujourd'hui. C'est très important. Les autres ne peuvent pas comprendre, mais c'est ça la stratégie politique. Tout ça est déployé pour neutraliser. Et Biya encore bien vivant. Passé l'épisode de mars où il a résisté, le petit Paul est là, il est au centre, il ne dit rien. Et c'est ça Biya. Il va laisser ces gens-là se battre jusqu'à la mort, tant que lui, il est vivant. Et c'est pas ça le management. Il fait de l'intelligence. Et c'est cette intelligence qui a conduit le Cameroun aujourd'hui à la poubelle, où rien ne décolle. Parce que le chef, il ne vous gère pas. Il ne vous gère pas. Biya connaît tout. Il ne vous gère pas. Il n'a pas juste envie de se mêler. Il peut frapper quand il est menacé. Mais là, les gens qui sont là parlent de sa succession après lui. Pas pendant qu'il est là.
C'est pour ça que personne dans le RDPC ne tousse. Personne dans son parti ne peut tousser. Personne ne lève la tête. Si vous interviewez quelqu'un à Yaoundé maintenant, que penses-tu du pouvoir après Biya? Il dit non. Mon frère, passe à ta malchance. RFI doit passer. TV5, foutez-nous la paix. Nous, après Biya, il n'y aura pas de président. Après Biya, c'est un gorille qui va sortir de la forêt pour piquer l'expression. Donc, tout le monde a démissionné pour sauver sa peau. Un seul homme terrorise tout le monde. Un seul homme a décidé de son vivant de régner. C'est violent, hein? Mais il ne règne pas sur moi, parce que moi, je ne peux pas accepter des trucs comme ça. Moi, un pépé, je peux pas, je suis un roi. Je ne peux pas accepter qu'on me mette la main comme ça. C'est violent. Empêcher un peuple de se projeter après vous, c'est juste le plus grand crime qui existe au monde. C'est-à-dire, on ne permet même pas qu'il y ait le rêve, qu'on puisse réfléchir que qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui va nous advenir. Et comme je l'écris souvent, tout ce qui est à venir dans ma vie m'est déjà advenu, moi. Moi, je lutte tous les jours pour que mes enfants... Moi, j'ai la transférer à mes enfants. Moi, je peux mourir. Je suis fier. Voilà. Mais il est impossible aux Camerounais de penser. Et ils sont très forts sur Afrique Média, direct sur la Côte d'Ivoire, 8 heures. Guillaume Soro doit aller faire la guerre en Côte d'Ivoire, 2 heures de direct. Mais le drame qui se passe devant leurs pieds au Cameroun, tous les médias n'en parlent. C'est-à-dire, on n'en parle pas. C'est-à-dire, les gars nous racontent d'autres choses. Ils sont dans le développement des conseils régionaux. Le conseil, c'est ici. Vous voulez donner des conseils aux régions quand il n'y a pas de région? Ah! Donc, la force de Biya, s'il m'était permis de parler de force, c'est qu'il a abruti, il a imbécilisé, il a tenté d'avilir, il a vidé de sa substance, il a infantilisé. Même les bébés qui doivent naître. C'est un pléonasme utile. Hein? C'est-à-dire il est interdit au Cameroun de parler de l'après-Biya. Sinon, tu empêches... On te colle les motifs sur la CIATV, tu empêches la démocratie. Tu n'aimes pas la télévision camerounaise, tu n'aimes pas l'État camerounais, tu veux tuer, tu veux déstabiliser. Donc, ils ont déjà apprêté tout un bréviaire de mots à lancer aux autres Camerounais. C'est pour ça que vous avez vu des gens sans cervelle venir là tout à l'heure amener leur désordre. Alors que personne n'est visé ad nominem. On est là en train de faire une projection intellectuelle sur le destin de ce pays où coule le miel et où devraient converger tous les enfants d'Afrique. C'est trop de zèle dans la bêtise. Laissez-nous parler. Laissez-nous exister. Le chiffre qui s'affiche là, c'est le 333. La personne qui va encore tenter, je vous dis ça tous les jours, beaucoup essayent souvent, mais c'est quand ils s'y frottent qu'ils commencent à respecter la mystique africaine. Ne vous amusez pas avec moi. Ne vous amusez pas gratuitement avec moi. Beaucoup n'aiment pas quand je sors cette parole, mais ne vous amusez pas avec moi. Moi, je ne provoque pas. Venez pas m'embêter. Laissez-nous penser. Ou le peu de Camerounais qui peuvent encore exister librement et dignement. Donc, si vous méprisez les rois chez vous, vous allez apprendre à me respecter. Je vous dis, je suis certain. Alors, ce que je disais, c'est que les deux clans qui s'affrontent ne laissent même pas aux Camerounais le temps d'avoir un autre son de cloche. C'est pour ça qu'ils sont en train de quadriller l'opposition. Et tous les Camerounais qui sont en train de tirer sur l'opposition en ce moment sont en train de jouer le jeu. Pas de Biya, lui, il a fini sa vie, mais des gens qui tirent, qui conservent le pouvoir à Yaoundé. Les deux petits clans-là, vous les méprisez, mais c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ils ont déjà construit des maisons à toutes les filles de Yaoundé un peu brunes.
Ils ont déjà pris tous les milliards envoyés en Suisse, ils ne les reverront plus jamais. Le noir est comme ça. Vaut mieux envoyer l'argent en Suisse, les Suisses bloquent et je meurs à Yaoundé en prison. Je rêve en disant que mon argent, j'ai des milliards en Suisse. C'est ça la négrerie. Donc, vous n'avez pas vu un deuxième épisode. Le clan Boulou, il y a 1 ou 2 semaines, s'est extrêmement réconcilié. Boulou, ça veut dire Ekana, pour schématiser. C'est Nganang qui a amené ces expressions-là. Nous, on ne parlait pas comme ça avant. Mais Nganang, avec son afro, là, il est venu jeter. Hein, il n'a pas créé l'opprobre, mais il a jeté. Ah, les intellectuels sont très, sont très forts. Donc, maintenant, nous-mêmes, on s'habitue à dire boulot. Non. Bon, bref. Le clan géré par les Zekam, qui projette de faire même la fédération ECAN, en riposte aux autres fédérations, Bamileke, Fédération du Nord, 10 millions de Nordistes, 10 millions de Pygmées. Nous, les Pygmées, on n'atteint même pas. Mais vous voulez nous arracher notre pays, comment? Alors, donc, il y a un fait marquant, parce que nous, on fait un peu de lecture politique de temps en temps, mais vous ne voyez pas. Il y a une vidéo qui circule où on célèbre Mbarngangele comme un dieu, le ministre de la police. Il est assez vieux. C'est vous qui croyez qu'il est vieux. Il était là en 84. Il était déjà divisionnaire. Il a joué un rôle important. Et il croit qu'il a encore un rôle à jouer, au lieu de s'occuper de ses petits-fils. Donc vous avez Mbarngangele là-bas, et puis vous avez ici, Mbarngangele, lui, il est du centre. Il est toujours de la zone là, autour de Yaoundé, d'un colmé-tête quelque part là-bas. Il n'y a même pas de route là-bas, je pense qu'on vient de goudronner. Il ne faut pas confondre mes têtes et colmé-tête. Mes têtes, c'était le gars qui a Ndissambala, le patrien Ndissamba, et puis de l'autre côté, c'est Mbarngangele. Mais la femme de Mbarngangele est la sœur, est une Nanga, est la sœur de Ngongo. C'est pour ça que Mbarngangele est très fixé à son poste, parce qu'il est dans... C'est un bêtis, mais qui a viré. C'est des Wondo qui virent. C'est un Béné même. Oui, c'est un Béné, non? Mais il a viré chez les Nanga, parce que c'est la femme qui contrôle. Et voilà. Le caïman tire sa force de sa queue. Donc, lui, il est là-bas. Il est adossé sur ce point. C'est pour ça que vous allez voir... Je vais vous révéler donc la source du conflit aujourd'hui avec Amourou Belinga. Amourou Belinga qui, lui, qui est un ami et frère, qui n'est pas quelqu'un de... C'est juste c'est un bon Camerounais qui a surfé dans le système BIA qui offre des petites failles comme ça. Hein? On ne va pas critiquer un gars qui a surfé, qui est né. C'est une excroissance du système. Amourou Belinga, c'est le gars qui s'accroche sur le soi-disant fils du président qui lui-même est en prison parce qu'il a espoir que le fils du président peut l'amener loin. Et quand le fils du président tombe, pourquoi vous reprochez? Bon, bref, c'est compliqué. Mais retenez quand même qu'Amourou Belinga est en conflit avec le patron de la police. Ils ont été obligés de calmer. Mais la tension est encore vive. Mais le patron de la police au Cameroun représente l'Ngongo, la présidence. C'est direct. Et puis vous avez de ce côté les Ayolo Vondo. C'est pour ça que vous avez vu Amourou être reçu en grande pompe par Vondo Ayolo. J'évite souvent de parler de personne, mais bon, c'est exceptionnel ce soir. Il faut juste que les Camerounais... Je vais schématiser les deux camps. Donc, le camp Ekan a fait la paix, comme on dit. Ou Boulou a fait la paix. Ou Betty, pour être plus précis. Et quand vous voyez Vondo Ayolo, Amourou Belinga joue un rôle central dans ce système, parce que c'est l'artificier. Et puis vous avez derrière Motazé. Motazé et Vondo Ayolo n'étaient pas forcément en odeur de sainteté, même si je connais, ils ont grandi ensemble. Donc, la bataille au Cameroun, c'est vraiment des batailles rangées
Ou la troisième voie que représente Camto est un danger parce que Camto apporte quelque chose qui n'était pas prévu. La tonalité de la révolution. Or, les grandes révoltes sont muettes. Les gars veulent que Biya soit effacé de la carte, mais en dessous, là, entre eux. Un matin, on vous prend un communiqué là que tout est fait, ça y est, voilà l'héritier. Et quand tu restes comme ça, il dit, mais dans le ballon-ci, qui est chandélisé là, celui qui saute, on lui met la chandelle. Pourquoi c'est moi qu'on veut chandéliser? Oh, comme tu as déjà sauté. Et ici, les chandelles veulent partir. Le gars est calé en l'air, il dit non, mais... Donc, comme tu as sauté, il est en l'air, il dit s'il descend, on l'attrape, donc le chandélise. Voilà l'analyse politique concrète qu'on peut faire du Cameroun aujourd'hui. Très bien, lui, un papa très vicieux et malin, parce que qu'on le dise ou pas, il connaît, il a travaillé avec tous ces gars, comme tous, il connaît tout le monde au Cameroun. Bien connaît tout le monde. Le père là, s'il me connaît, il ne m'appelle pas mon nom. Imaginez, il connaît comme tout, comme sa poche. Donc, le père Bion lui dit, donne alors le pouvoir. Il dit qu'il ne donne pas. Qui est l'héritier? Il dit, Nga. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon. Bim, il dit, chandelle, foutez-moi le camp. Et c'est ça. Il n'y a pas de responsabilité politique. Il eût été judicieux que le président Biya, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, que le président Biya dise stop. Pendant que je suis vivant, conseil général du parti, états généraux, c'est comment on dit ça? Congrès. Congrès extraordinaire là à Yaoundé. Je pense qu'il va le faire peut-être à mi-mandat, je pense. Moi, selon le programme que j'ai, mais avec Biya, il ne faut jamais faire de programme. Le programme du RDPC normal, c'est que normalement, à mi-mandat, le gars s'arrête, il dit, bon, congrès extraordinaire. Je ne suis plus président national. Il commence à lâcher. Et le président national commence donc à prendre l'appareil du pouvoir. Il ne faut pas attendre que Biya meure. Ça va amener la guerre. Vous voilà. Voilà les dangers qui guettent le pays. Si Biya disparaît demain, ce qu'on ne lui souhaite pas, moi je ne peux pas le souhaiter, c'est mon grand-père. Voilà. Biya, c'est mon grand-père, c'est pas parce que je parle ici. Est-ce que j'ai encore un petit Vitacola là? Même un peu de... Vraiment. Ouais, où est mon sac alors? Parce que ça commence à être très sérieux. Là, les Camerounais sont là, ils sont assis là. Les débats sont chauds à Yaoundé là maintenant. Tout le monde est content. On dit le pépé va alors nous sortir quoi là ce soir? Connectez-vous. Ah non. Mais c'est important ce que je dis. Je prends peut-être un ton pas agressif, parce que finalement, la meilleure manière de parler et d'enseigner, c'est ça la rhétorique. Il faut parler avec bon cœur. Il faut dire des choses sensées et vraies. Pour une fois qu'on doit écouter les gens qui parlent librement, il faut qu'ils aient le parler vrai. En bon français, on dit qu'on doit étaler en joli livret. Car le français est une belle pièce d'orfèvrerie. Oh! Je dirais que les salives coulent là. Mais ça, c'est autre chose. C'est du haut niveau là. C'est du très haut niveau. Voilà. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Quand tu affrontes un grand maître, ici dit je te frappe. Mohamed Ali disait, toi, je vais te taper à la 5e minute. Oh, il est zélé, il dit, je vais te taper. Même si ce n'est pas zélé le bombardier, j'ai dit, toi, à 5e minute, KO. Parce qu'il est sûr de sa force. Tous les peuples du monde qui se sont développés se sont appuyés sur des gens forts, qui ont dit à un moment de leur histoire, toi, je change mon destin. Je change le pays. Donc, ce qui nous attend, chers Camerounais, c'est cette capacité à prendre la balle qui est au bon, la chandelle est lancée et il y a un qui a sauté, mais il est calé en l'air. S'il atterrit mal là, surtout ces jours-ci, les gars le prennent. Lui aussi dit qu'il ne descend pas.
Donc il est calé là-bas dans son... C'est la résistance qui a commencé. Et ça va aller très très vite. Donc je vous parlais donc de l'axe. Il y a l'axe de la voix du peuple que représente Kamto qui est neutralisé. Du moins, en apparence, ça ne peut pas plaire à ses partisans, mais moi, qu'est-ce que j'ai à foutre? Je dis la vérité. Kamto est cerné là-bas. Cabral a toute la peine du monde à exister. Parce que l'erreur monumentale, je ne suis pas là pour l'acculer, il a encore les dents à... Nous, les pygmées, on aiguise les dents pour bien croquer la chair. Il faut qu'il aiguise encore les dents. Mais il a fait un Mekwata céleste terrible. C'est qu'il a refusé de suivre la mouvance en s'alliant aux forces dominatrices pour avoir une petite protection. On ne peut pas lui faire ce reproche. Il fallait qu'il crée le parti, qu'il existe, qu'il se taille un peu les dents. Donc, pour avoir des élus, il faut des compromis. C'est lui qui... Bon, c'est pas important. Donc, ça, c'est pas important, là, pour l'instant. On ne méprise aucune force, mais c'est pas important. Les trois enjeux, c'est Kamto qui doit être embastillé. Ah, il ne dorme pas, parce que tant que ce monsieur est dehors, tant qu'il est vivant, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est pour ça que vous avez vu, on a sorti, même les hélicoptères sont sortis. Le Cameroun a sorti toute l'armée pour une marche. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est que les gars se disent, si jamais la marche la passe, mais il va lever l'imposture. Parce que le Cameroun vit sur une imposture. Bien est président, mais il n'a mandaté personne officiellement. Donc le seul type que les Camerounais, et les Camerounais veulent écouter bien, mais bien ne parle pas. Bien, il s'en fout. Bien peut rester là, il mange un peu, quelques croquettes, un peu de fromage avec l'ambassadeur de France, et il tourne là. Ça. Il a limité. C'est bien, c'est des stratèges de la survie, quoi. Bien peut rester là 100 ans encore, parce qu'il fait moins d'efforts. Il pique un peu de fromage, il boit un petit midi minzon, un petit champagne, un petit vin, il reste calme. Il ne veut pas se prendre la tête. Tous les dossiers qui viennent, il dit, foutez-moi le camp. Je veux me reposer. Alors, mais comme chez les Bantous, on ne lègue pas. Étant vivant, le gars dit qu'il va voir. Et nous, on est donc bloqués à attendre que le président, Jomte Boye Bofo, donc on est là. Toute la République retient le souffle. Mais en réalité, les deux leviers, c'est Ngongo qui n'a été mandaté par personne, qui est en train de placer ses pions partout. Hein, le sympathique ambassadeur de France, là, c'est lui qui était... C'est tout Ngongo, non? C'est ses réseaux, c'est... Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'était lui le greffier du président. Donc quand le chef d'État reçoit les gens, c'est lui qui note, là. Il traduit, il écrit, il fait tout. Il a le cahier diplomatique. Là. Ça s'appelle la greffe. C'est lui le greffier. Et je le connais bien parce que c'est ça les profits au Cameroun. La gare routière de Mokolo, en bas là-bas, on appelle ça la gare routière des Bassins. Là où c'est sur l'ancienne route Douala-Yaoundé en réalité. À Mokolo au fond là-bas. Là où les cars qui chargent vont dans les villages, Eton et Bassa, Boudmakak, tout ça là. Hein, c'est là où Ekoumous là. Hein, c'est là où l'ambassadeur, c'est de là qu'il vient. Mais c'est très important. Je vous dis ça parce que c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a vécu. Donc, c'est un mec de Yaoundé, centre. Et pourquoi il monte à Paris? Parce que toute la décision managériale de remplacement politique va d'abord prendre l'aval de Paris et on instruit toujours le diplomate en poste. Et il ne faut pas qu'il y ait fuite. C'est pour ça qu'il fallait à tout prix mettre quelqu'un qui peut être discret, qui peut se taire et qui peut... Voilà. Donc, quand vous regardez dans les deux pôles du Cameroun aujourd'hui, vous avez, et c'est ça qui est fantastique, une bataille monstre qui s'annonce. Motazé
Il ne veut pas y aller, mais on ne sait jamais. Parce que quand tu regardes, Biya a laissé tous ses frères dans le sud profond. Il les a mis là, depuis la Kamafumu, tous ces gars-là sont passés, mais il les a neutralisés après. Il te déverrouille. Biya désactive ta puce, il t'embrasse. Je vous prends un épisode. Metouk, qui était le patron de la Sonara, qui croupit aujourd'hui à la prison de Douala, de Nouvelle, qui est en train de mourir à petit feu de son diabète, sans assistance. C'était un haut cadre à Ron Poulenc. J'en parle parce que Metouk est venu au Cameroun étant déjà bien. Ron Poulenc, grand cadre. Et à l'époque, dans les années 70, il vient à Paris avec mon père, mon géniteur. Ils dorment dans la même pièce, sur le même matelas. C'est des frères. Metouk, à un moment, crée la Sympost, la société qui fabrique les matelas. Dans toute l'Afrique, c'est une référence. Sympost. Il est président du Syndustrie-Cam. C'est un industriel. C'est lui qui a révolutionné l'industrie. Donc il me disait il y a 15 ans qu'il veut booster l'industrie du Cameroun. Sympost, il vendait ses matelas jusqu'en Asie. Quand vous voyez les Chinois, les Asiatiques, les Malaisiens acheter les matelas en Afrique, c'était l'œuvre du polytechnicien Metouk Char. Le Cameroun est en train de le tuer là. Et il faut qu'on le libère. On le libère parce qu'il n'a rien fait. Il était à la Total. Il était à la Sonara. Quand il a lancé le projet d'extension, quand ça a voulu aboutir, Total a su qu'ils vont perdre les marchés. Ils ont bloqué. Ils sont allés mettre sa tête à tuer. Et Biya a reçu Metouk plusieurs fois. Et Biya lui dit, mais écoute, il faut tenir bon hein, face à Total. Ne lâche pas. Donc quand Metouk sort du palais, il est regaillardi qu'il a le soutien de Biya qui lui dit, ne tiens, lâche pas. Et Metouk arrive, il déchire l'escroquerie de Total, il fait trouver une société, et puis l'extension qui devait coûter 500 milliards ne coûte même pas 100 milliards. La France dit, tu vas payer. Total, il ne faut pas mettre la France. Total dit, tu vas payer ça cher. Et il a payé. Et quand on vient le prendre, il veut appeler la présidence, on dit, il dit, le président m'a dit de mener cette réforme. Moi aussi. C'est ça la politique. Et là, bien imbattable. C'est votre histoire, vous devez la connaître. Et je le dis de haute voix. Donc, il n'est pas garant de vos vies. Vous mourrez là, vous payez. Tous les gens qui sont en prison là ont la même histoire. Et je la connais de visu. Je peux vous prendre le cas de Fordindam. Le chantier naval avait 2000 employés. On fabriquait déjà presque des navires, des tanks, qu'on vendait jusqu'en Angola. Aujourd'hui, le chantier naval, là, je ne sais même pas s'ils ont 15 ou 20 employés. Et c'est fini. Et Forgindam, il est en train de payer aussi, pour rien, un génie. Quand je vous parlais du système de Biya qui a tué l'économie ou qui a laissé mourir l'économie, parce qu'on dit tuer, c'est comme s'il y avait une volonté. Mais je pense qu'il y avait une incapacité. Il ne faut pas confondre. Voilà, je pèse mes mots. Il y avait une incapacité, parce qu'il y a une compatibilité entre le management politique personnel et la politique économique qui est un destin. C'est la puissance. Quand De Gaulle arrive ici au pouvoir, il dit, je vais construire la France. Sur les grands chantiers, on fait la planification de la France. C'est cette planification-là qui nous a établi la France que vous voyez là, où vous venez prendre les aides sociales aujourd'hui. Et où les ministres viennent se soigner en avion privé. C'est ça. C'est un homme qui a décidé que c'est l'économie. Si vous ne planifiez pas l'économie, si les gens n'ont pas de quoi manger, ils ne vont pas, vivre. Ils vont se, le tribal, ils vont se déchirer. C'est la guerre civile. Voilà. Donc pour revenir donc, je peux vous citer un autre exemple comme ça avec Étondé Coton. Je le dis pendant qu'il est encore là. Hein. Le major de Saint-Cyr, hein, le militaire. Il a fait 7 ans de prison pour rien. Il est allé en prison parce qu'il a donné la route de l'entrée de Douala là. Ce que les Chinois ont fait là, il y a ça, les 2 voies là. C'est Étondé Coton qui a donné le marché aux Chinois.
Et Razel lui a dit, tu vas payer sa chair. Et il est allé voir Biya, qui est son ami. Quand Biya arrive à Douala, et Tondé Kotor est délégué à l'époque, Biya va dormir là-bas. Biya dort chez Tondé Kotor. Je le dis, Biya ne dort pas partout, hein, mais c'est son ami. C'est Tondé qui a formé tous les militaires là, Alemia, tout ça. C'est lui. Mais Tondé entre dans son bureau un jour où il voit la France, il voit les menaces de l'ambassadeur et on le convoque au palais. Il arrive au palais Mebaraldi, il dit, va parler là-bas, on t'appelle à Paris. Ah, c'est ça la vérité. Et on arrive dans le bureau des grands travaux à l'Élysée, on lui dit, toi, si tu ne donnes pas ce marché, je ne vais pas faire certains gestes, mais on dit toi, Étondé. Et Étondé est vivant, il est en direct. Ce papa-là est vivant. Comme ils n'ont pas le courage de parler, peut-être ils vont parler dans leur tombe. Vous savez, les Noirs, c'est quand ils meurent qu'on dit il avait trop de choses dans le ventre, l'homme. Dites-nous ce que vous savez. Et moi, j'ai la chance, je vous ai tapé le ventre pendant longtemps. J'ai pris. Je ne dis pas tout. Je ne mets pas la République en danger. Je suis un républicain. Mais je dis que Étondé est vivant, Biya est vivant. C'est exactement ça qui s'est passé. Les traces sont à l'Élysée. Il a été convoqué. Et puis on lui dit, va redonner ce marché aux Français. Étondé n'a rien dit, mais il dit lui-même, il m'a dit que dans l'avion, il pouvait s'écrouler. Donc quand il arrive, il atterrit à Douala par Air France. Le premier acte qu'il fait le lendemain, c'est qu'il donne le marché aux Chinois. Il dit, mais comment? Vous êtes qui pour on me déplace vous me menacez, moi et ton décote chez moi? Il a signé le truc aux Chinois. Et les Chinois nous ont fait la seule belle route qu'il y a à Douala aujourd'hui. Les deux voies électrifiées avec câble de courant partout. C'est les Chinois. C'est étonné. C'est lui qui a fait. Et dès qu'il a aussi fait ça le lendemain, on l'a appelé à Yaoundé. Il rencontre le président qui est son ami. Mébarès, secrétaire général. Et il cause avec le président. Et quand il sort, Mbara lui dit non, tu as bien fait. Il ne faut pas que. Dès que le gars traverse le péage de Mankom au pape, on dit monsieur, revenez, Revenez nous voir ici, là. Et c'est comme ça qu'il est parti en prison. 7 ans pour rien. Pour rien. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le management du Cameroun a été dévoyé. On n'a pas travaillé sur la force politique. Et c'est le rôle de la France de capitaliser sur ses intérêts. Quand en face, il y a... Quand c'est maïs, n'est-ce pas, on te broie, non? Si tu opposes une résistance, si tu dis je ne baisse pas le caleçon, là, je ne baisse pas. On t'enterre comme ça. Et c'est ce type de management qui va... C'est pour ça que j'ai dit aux Ivoiriens, par exemple, hier, toute proportion gardée, que c'est un autre type de management là-bas. Parce que l'autre, il connaît. Il sait comment on fait l'exécution des travaux. Il est ferme dans la pratique de la politique. Et il connaît le système. Sangaï Kamamouat. L'autre, lui, Sangaï Métis. C'est pas pareil. Dans les réseaux, c'est pas pareil. L'autre Sanga, c'est une femme de réseau. C'est la racine de la France. Donc, bref, c'était une parenthèse. Oh, mais qui m'appelle? Allô? Allez, bonjour. Oh, mais je suis en direct. M'appelez pas, s'il vous plaît. Oh, ça doit être l'un des directs les plus importants que je fasse aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on aura toujours ces directs. C'est à vous de me taper le ventre, hein, si vous voulez que je vous donne les choses. Mais si vous voulez les directs où il n'y a rien de bon, c'est aussi votre problème. D'accord?
Et qui est... Oh, dis donc. Bon, les coups de fil viennent de Yaoundé. On arrête, non? Bon, écoutez, je suis un peu fatigué déjà. Hmm. Je commence à être fatigué. On continue demain? Mais écoutez, prochaine conférence, demain, 17 h. Et la suite, hein, écrivez-moi une box, hein, même pour rien, hein. Faites comme mon petit aux États-Unis qui a lancé ce projet. Faites comme William le Jésus. Commandez vos livres. Et puis pour ceux qui voudront faire la Keva Business Conférence Dîner, ah là là, c'est le 24 octobre. On est au Fouquet, on est tranquille, on peut discuter. On continue demain, d'accord? Et ceux qui veulent comprendre des choses, c'est pour ça qu'il y a Akeva, l'Académie de la vie augmentée, on vous forme. On ne peut pas dire tout dire aussi. Gérer un pays n'est pas facile. La suite demain, même heure, d'accord? Bon, déconnectez-vous alors maintenant. La suite demain, même heure. Sauf si vous farotez là, on continue. Mais les directs qui sont trop longs là, Mais je voulais vous dire des choses plus importantes. On continue demain, non? On continue ou pas? On bascule à demain ou pas? 19h15. Faisons l'économie. Mais sachez que je vous ai présenté les trois grands chemins. Demain, on va décortiquer les alliances et les jeux de stratégie et ce qui va venir. Parce que tous les Camerounais se demandent qu'est-ce qui va nous arriver. Au lieu de prendre le destin à main, maintenant on dit, hé, Lobatate, que Dieu protège. Qu'est-ce qui va nous arriver, hein? Les peuples faibles commencent à mettre les doigts, les mains au ciel. Il n'y a personne. C'est là où on attend la responsabilité. Prenez votre destin en main et donnez une autre orientation. Parce que je suis convaincu que tout passe. Et ces gens-là qui sont médiocres n'entreront pas dans l'histoire. Nous, de notre vivant, ou même après nous, on ne permettra pas que les menteurs, les médiocres, les imposteurs prennent une place dans ce Cameroun. Ils ont assez fait. Ils ont très mal fait. Et c'est leurs entrefaits qui ont conduit le pays dans les faits divers, dans la République des faits divers. Nous avions une opportunité rare d'être le premier pays d'Afrique noire développé. Je dis développé. Le premier pays d'Afrique noire développé. Avec le nucléaire, il y avait même un projet nucléaire. C'est-à-dire, on a arrêté tout. Le cœur du Cameroun s'est arrêté depuis. Les aiguilles sont tombées de la pendule depuis, on est là comme ça, là. On attend. Mais quand c'est les autres qui avancent, ça vous énerve. Vous ne pouvez vous comparer à aucun pays aujourd'hui. Même pour Gabon. Hein. Si mon pays, la Guinée équatoriale, met derrière la barrière entre le Cameroun et nous, vous pouvez imaginer, même avec les coups de poing, il faut casser la barrière. Hein. C'est-à-dire, un pays, la Guinée équatoriale, 500 000 habitants. Il y a une puissance comme le Cameroun en face. Ils mettent la barrière, que foutez-nous le cas. Vous parlez de quel vivre ensemble, vous parlez de quel management, vous parlez de quelle vision politique. Et on voit les gens bavarder et tout. Enlevez à ça. L'île de Fernando Po était camerounaise. Même le Gabon, là, jusqu'à la moitié du Gabon. Quand vous arrivez au Gabon, à Oyem, là, il y a une plaque, là. Il y a une plaque à Oyem. Donc vous dépassez Bitam, vous arrivez à Oyem. Vous descendez comme si vous allez à Libreville. Il y a une plaque que les Allemands ont laissée. Cameroun. Elle est encore là, la plaque.
Et le désir de puissance a disparu. On a laissé la République des prostituées et des petites personnes qui nous embêtent, qui osent même l'ouvrir quand on est assis. Oh, un pépé. Un pépé. Yeah. Comment on est arrivé là? Bon, bonne soirée les amis.